Certaines nouvelles rapportées par les réseaux sociaux méritent d'être commentées. La retraite des ministres et des parlementaires qui doivent être supprimés, la prime de départ des ministres qui trouvent excessive, la suppression de l'IR qui frappe les pensions alors que l'IR touche les pensions depuis 1939. Tous ces problèmes n'améliorent pas le niveau des pensions de plus de 50% des retraités. Quelques mots sur le salaire et la retraite. Le secteur public et semi-public ainsi que le secteur privé touchent des salaires et après la période d'exercice, ils touchent une pension. Les deux sont calculés sur la base d'un revenu brut. Ce revenu brut est diminué dans l'abattement pour frais professionnels de 20% pour des actifs, 40, 55 ou 60% selon les années et les cas pour les retraités. Actifs et retraités cotisent pour la santé au niveau de la CNOPS, la CNSS, la CNIM ou les assurances. La cotisation retraite est payée par les actifs uniquement. Après, on calcule l'impôt sur le revenu sur la base d'un revenu imposable et il nous reste en fin de compte le salaire ou la pension. Ils sont nets, c'est-à-dire toutes les charges sont supportées par l'employeur ou le débit rentier ou la caisse. La cotisation se fait à deux niveaux, part patronale payée par l'employeur et la part salariale payée par le salarié ou l'actif. Elle va à la CMR, aux caisses, CMR, CIMR, CAR, CNSS ou des caisses particulières si on a. Les cotisations pour la santé, ils vont à la CNSS ou à la CMAM ex-CNOPS ou la CMIM. L'impôt sur le revenu est calculé sur la base d'un revenu imposable et il va au trésor. Et en fin de compte, il reste un net qui est payé en pension aux retraités, au salaire, aux salariés. La différence entre actif et retraité, le citoyen actif ou le citoyen retraité, le premier choisit son travail et le change quand il peut. Il cotise à une ou plusieurs caisses pour bénéficier de plusieurs pensions. Avant l'âge de départ à la retraite, le salarié n'est pas pensionné. Par contre, le citoyen retraité ne peut pas améliorer le niveau de sa pension, ne peut pas constituer d'autres retraites et l'âge de la retraite atteint, il perd sa qualité de salarié. Et à ce niveau-là, on peut parler de la représentation de l'un et de l'autre. Le premier, l'actif, il peut être représenté par des syndicats parce qu'il a un droit de se défendre, c'est le droit de grève. Par contre, le citoyen retraité ne peut pas être défendu et il n'a pas de représentation actuellement officielle. Donc, il est livré à lui-même. Il se constitue en association ou en fédération, essayer de défendre ses intérêts au mieux. Donc, les deux personnes sont différentes. Le salarié cotise pour payer la pension du retraité, lequel a cotisé durant son activité, payer celle de ses prédécesseurs, et ainsi de suite. Les cotisations reçues par les caisses de retraite sont versées aux retraités, donc ils font un simple transit pour justifier le principe de la répartition. Définition de la répartition. Les régimes obligatoires de retraite de base ou complémentaires qui fonctionnent sur le principe de la répartition redistribuent au cours d'une année, sous forme de pension versée aux retraités, les cotisations encaissées la même année auprès des actifs qui s'ouvrent le droit à une pension vieillesse. Pourquoi la retraite exceptionnelle et la retraite des parlementaires sont-elles exonérées de l'IR et ne sont pas soumises à la déclaration de cumul? Dans le premier cas, l'État étant le débit rentier de la pension et en même temps le réceptionnaire de l'IR, il est donc inutile de le verser pour le récupérer. Dans le deuxième cas, le Parlement légifère, les parlementaires s'inspirent du cas précédent pour que la loi régissant leur caisse prévoit l'exonération de l'IR et la dispense de déclaration de cumul des revenus. Il est logique qu'une opération qui ne génère pas de bénéfices ne soit pas soumise à l'impôt. Qu'en est-il des autres pensions qui obéissent elles aussi au principe de la répartition et qui opèrent elles aussi un simple transfert des cotisations des actifs pour payer les pensions des retraités au cours de la même année? Pourquoi les caisses sont-elles en difficulté? Les premières années de leur création, les caisses encaissent les cotisations et ne commencent à payer les pensions que plusieurs années après. Le nombre de cotisants est plus important que celui des bénéficiaires. On parlait de 13 actifs pour un retraité et actuellement on parle de 2, 1 ou 3 pour 2. Le progrès technologique a réussi à réduire le nombre de salariés à cause de l'automatisation
des chaînes de production. L'informatique a remplacé la main-d'œuvre dans le secteur des services par des terminaux ou par des robots. Le placement des fonds des caisses n'est pas productif et performant. Le chômage, la suppression des pensions des ministres et des parlementaires ne favorise pas l'alimentation des caisses en cotisation et les entreprises non inscrites ou qui ne déclarent pas leurs salariés ne participent pas et amenuisent les recettes. Les placements infructueux et le rachat d'affaires malsaines ne peut que mettre les caisses en difficulté. Pour revenir au premier cas, les premières années de leur création, les caisses encaissent les cotisations et ne commencent à payer les pensions que plusieurs années après. Lors de la création de la Caisse des parlementaires, il a été décidé de la créer en 1993 pour payer la retraite de ceux qui sont partis en 1992. Ça veut dire que les premières cotisations de 1993 servaient à ce moment-là à payer ceux qui sont partis à la retraite. Et ceux-là qui sont partis à la retraite, c'est eux qui avaient travaillé pour édifier la caisse de retraite des parlementaires. Donc, ils ne pouvaient pas l'avoir faite sans pouvoir en bénéficier. Donc, le texte de loi a prévu que les premières pensions soient payées à partir de 1993 et que les recettes, les cotisations payées par ceux qui venaient de rentrer à la nouvelle législature payent la retraite de ceux qui sont partis. Donc, ils étaient bien servis. La représentativité des retraités au sein des conseils d'administration des caisses est inopérante parce que il y a certaines caisses où il n'y a pas de représentants de salariés ni de représentants de retraités. Dans d'autres, il y a des représentants de retraités qui ne font pas leur travail parce qu'ils ne réunissent pas les retraités pour parler de leurs besoins ou pour être le porte-parole de leurs besoins auprès des caisses. Donc, une fois nommés, ils font cavalier seul jusqu'à la fin de leur mandat. Malheureusement, leur mandat est renouvelé régulièrement parce qu'ils se taisent, ils ne disent rien, ils ne défendent personne. La base de calcul de l'impôt sur le revenu. On a parlé tout à l'heure de revenu brut. Le Code général des impôts, dans l'article 58, mentionne le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées. Ça veut dire que le montant brut payé par l'employeur ou le débitaire est la base de calcul du revenu imposable. La loi 1171 instituant la CMR, elle aussi parle du détail du revenu en disant que c'est la somme du traitement de base afférent à l'indice, plus l'indemnité de résidence qui est de 10% du premier montant, et les indemnités et primes qui diffèrent selon les grades, selon les cas, selon les postes, etc. Le Code général des impôts, dans l'article 60, il prévoit un abattement pour frais professionnels. Il est de 60% sur le montant brut qui ne dépasse pas actuellement 168 000 dirhams et 40% pour le surplus. Et ce montant, il est calculé sur la base du montant brut imposable des dites pensions et rentes. L'article 59 sont déductibles des sommes brutes énumérées à l'article 56 et on parle toujours de montant brut qui est prévu par la loi. La loi 1171 instituant la CMR, dans son article 12, précise le montant de la pension de retraite après déduction de l'impôt général sur les revenus salariaux et revenus assimilés ça veut dire les pensions, ne doit en aucun cas dépasser le montant de la dernière rémunération statutaire d'activité nette du dit impôt. Alors cet article, il parle de revenu brut, de calcul de l'impôt et de limitation de la pension au dernier salaire perçu.
Dans le premier cas, le dernier salaire perçu, il est calculé sur la base d'un abattement de 40 ou 60%, sans limitation. Ça veut dire que l'impôt qui était payé en activité va diminuer parce que le taux de 20% appliqué à l'actif, avec la limite de 30 000 dirhams, va être supérieur à 30 000 dirhams. Et en étant supérieur à 30 000 dirhams, le salaire va être supérieur. Alors, l'article 12 de la loi 1171, il détruit l'effet bénéfique de l'article 60 qui donne un avantage aux retraités pour que son salaire ou l'équivalent de son salaire soit augmenté pour que la pension soit supérieure au salaire. Et là, l'article 12 vient limiter pour enlever un droit qui est acquis. La revalorisation de la pension, Caisse marocaine de retraite. Je ne parle pas de la CMR parce qu'elle est prévue par la loi, ils sont augmentés régulièrement. Le RCAR également. Et la CNSS, je loue l'action qui a été menée par le conseil d'administration qui a prévu en 2019, l'augmentation de 5% avec un minimum de 100 dirhams, malheureusement qui n'est pas encore opérationnel, espérant qu'avec le nouveau gouvernement, on puisse avoir gain de cause. Mais je reviens à la revalorisation de la pension CMR qui ne se fait pas. La loi 1171 instituant la CMR, elle prévoit dans son article 44 bis les pensions de retraite et les pensions d'ayant cause concédées au titre de la présente loi sont majorées de toute augmentation affectant le traitement de base afférent au grade, échelle et échelon ou classes effectivement détenues à la date de radiation des cadres. Le salaire d'un fonctionnaire, il est déterminé de la manière suivante. On a un indice, on a un coût de l'indice ou une valeur de l'indice qui donne un salaire de base. Ce salaire de base, il est augmenté de l'indemnité de résidence qui est égale à 10% et on y ajoute les indemnités hiérarchiques, d'encadrement, de suggestion, etc. Il y a une panoplie d'indemnités qui sont prévues par arrêté, qui sont très nombreuses. Alors, et la loi 43/95 organisant la CMR dispose dans son article 17 les retenues pour pension et les contributions des employeurs sont exonérées de tout impôt ou taxe au niveau de la Caisse marocaine de retraite. Alors, si la Caisse marocaine de retraite ne paye aucun impôt sur ce qu'elle reçoit, ça veut dire les retenues payées par les employeurs et par les salariés, il ne paye pas d'impôt dessus. Et il ne fait que distribuer ce qu'il reçoit sur les retraités du moment où ils font la distribution. Quelle est la différence entre ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent? Auparavant, on disait qu'il y avait 13 cotisants pour un retraité. Ça veut dire qu'il y avait une accumulation de surplus. Et ce surplus qui est placé, qui a été utilisé pour je ne sais quoi. Maintenant, on dit qu'il y a deux pensionnés pour un retraité ou 3 pour 2. Ça veut dire 1,5. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que la recette est inférieure à ce qui sort de la caisse. Si ce qui sort de la caisse est supérieur à ce qui rentre, on puise sur les réserves. Quel est le motif de taxation de ce que reçoit la caisse pour le redistribuer? Si le Parlement a décidé pour sa pension que ce qu'il va cotiser servira à payer les retraités sans impôt et sans déclaration, si la pension exceptionnelle accordée au chef du gouvernement est sans impôt et sans déclaration, pourquoi celle des fonctionnaires doit subir l'impôt et la taxation et la déclaration de cumul? En tant que fiscaliste, en tant que quelqu'un qui a vécu dans ce domaine de la fiscalité, je dirais que si on avait besoin de taxer, on peut taxer ce qui reçoit la caisse, ce qu'elle donne, mais ce qui reste en devers elle peut être soumis à un impôt
parce que on dirait, en enlevant les frais de gestion, que c'est quelque chose qui est en plus. Si on veut taxer ces différences, tant mieux. On n'y peut rien. Mais taxer l'ensemble de ce que paye la caisse alors qu'elle a prélevé déjà une bonne partie de ce montant, on le verra tout à l'heure par des chiffres.